Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. Oui, j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la pêche, j'espère que vous aussi. Ça va être le vrai faux aujourd'hui. Donc, oui, ça fait déjà un mois. J'ai une pile de questions pour répondre. Donc, c'est des questions d'abonnés, donc le vrai faux. Pour ceux qui viennent de suivre la chaîne à l'instant, écoutez, c'est un vrai faux. Donc, c'est une fois par mois. Je réponds à vos questions. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser vos futures questions en commentaire. Comme ça, on va pouvoir les traiter ensemble sur le rendez-vous du mois prochain, tout simplement. Donc là, je vous dis, il y a une petite pile de questions. On va répondre ensemble et juste après le petit moment sponsor. Et oui, de la moment sponsor, du moment sponsor, de la sponsor. C'est chiant, mais il en faut parce que vous avez peut-être pas remarqué, mais c'est une nouvelle caméra. Donc j'espère que vous verrez une différence d'image. J'avais quelques commentaires en me disant que l'image n'était pas folle. Bon, bref. Donc il y aura encore des améliorations parce que je viens à peine de la recevoir. Il y a énormément de paramètres, de trucs, de couches, patati patata. Étant un petit peu novice dans le sujet, écoutez, il va falloir un petit peu de temps pour maîtriser la bête. Mais en tout cas, c'est aussi grâce à vous, c'est grâce à la sponsor. Donc merci beaucoup. Donc on se retrouve juste après ce petit moment de sponsor. À tout de suite. Cette vidéo est sponsorisée par CDKey Seal. Et qu'est-ce que c'est que CDKey Seal? CDKey Seal est un site internet qui vend des clés de licence, entre autres des clés de licence pour Windows, mais aussi pour des Office et des autres softwares. On peut aussi y retrouver des ventes de jeux vidéo à des prix préférentiels, mais aussi des périphériques comme des casques, comme des claviers gamer ou des souris gamer. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Windows 10 Pro à un prix préférentiel avec un code promo de 30% qui nous ramènera le prix final à 14 €. Pour cela, rien de plus simple, on crée un compte et ensuite on tape dans le moteur de recherche Windows 10 Pro. On le sélectionne, on le met dans son panier et une fois mis dans le panier, on n'oublie pas de mettre le code promo PAX afin de pouvoir acquérir de ces 30% de discount. Ensuite, on valide la commande, on choisit bien son moyen de paiement, entre autres PayPal. Ensuite, on valide la commande et de là, on va vers le centre utilisateur. On clique sur « Obtenir la clé ». De là, il vous suffira simplement de copier cette clé. Ensuite, on se dirige vers les paramètres d'activation de Windows où vous n'aurez plus qu'à coller la clé que vous auriez préalablement achetée. Et là, il faut juste cliquer sur activer et ça y est, votre version est activée. Et bien voilà, on se retrouve pour les questions. Donc on a deux questions de Naoki. Donc première question de Naoki, faut-il changer régulièrement la pâte thermique d'un processeur graphique, donc de votre carte graphique? Non, il ne faut pas la changer régulièrement. Voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut à changer régulièrement, surtout pas. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut surveiller, voilà, de temps en temps. Je vais vous laisser d'ailleurs un petit lien où vous pouvez télécharger un petit logiciel qui est très connu quand même, qui s'appelle GPUZ. Donc ça va vous donner vos températures de processeur, de VRAM, de VideoRAM, les hotspots. Vous allez avoir plein de sondes à l'intérieur. Enfin, vous allez pouvoir contrôler toutes les sondes que vous avez sur votre carte graphique. C'est quelque chose que vous pourrez contrôler. Il ne faut pas vous inquiéter si ta carte monte à 85 degrés. Elle est faite pour ça, tout simplement. C'est pas ça qui va la réfréner, pas cette température-là. En tout cas, si tu as une carte donc de dernière gène, tu n'as pas besoin de le faire généralement, en tout cas pas avant minimum 3 ans. Ceux qui font ça, ce sont généralement les mineurs parce que les mineurs, c'est un autre impact. C'est des cartes qui vont travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à un bon gros débit. Donc ça, là, c'est complètement différent. Eux, ils auront besoin de le faire plus régulièrement. Mais si tu as une carte uniquement pour gamer, si tu as une carte uniquement pour faire l'animation 3D, du rendu vidéo ou ce genre de choses, ce n'est pas nécessaire. Si tu as par contre une carte qui est plus âgée, une carte par exemple une 1080, une 1080 Ti, tu le contrôles tout simplement avec ce petit logiciel là, le GPUZ, et à ce moment là en plus ta carte déjà elle est plus garantie étant donné l'âge qu'elle a, et effectivement là tu peux changer. Mais sinon c'est quelque chose qu'il ne faut pas se dire tiens ça fait 6 mois, il faut que je la change. Non, c'est quelque chose qui se contrôle et il y a un petit soft, ce GPUZ, je t'encourage à aller le voir. Deuxième question de Naoki, existe-t-il un refroidisseur universel comme le Arctic Accelero de Xtreme ou ça je vous le montre à quoi ça ressemble. Et sinon il y en a aussi un qui fonctionnait très bien, c'était NZXT, c'était un adaptateur pour leur water cooling qu'ils avaient en AIO, donc c'était le G12 je crois. Ça fonctionnait très bien, donc c'était des cartes pour un ancien temps aujourd'hui. Donc par exemple pour quelqu'un, on parlait d'un 1080 Ti, ça marchait très bien sur le 1080 Ti. Maintenant c'est plus difficile pour ce genre de refroidisseur, c'est parce que tout simplement la VRAM chauffe beaucoup plus et que ce type de refroidisseur ne prend pas en compte ta VRAM, donc ça va refroidir uniquement ton processeur graphique et
aujourd'hui, bah, c'est la VRAM. Et que tu sois chez AMD ou que tu sois chez Nvidia, suivant les modèles que tu as des endroits où tu vas avoir de la VRAM, des endroits où tu n'auras pas de VRAM, des endroits où ta VRAM sera un peu plus décaissée, donc les EHPAD thermiques ce ne seraient pas exactement les mêmes, donc on ne peut plus faire un standard comme on pouvait faire un standard auparavant. Donc malheureusement, à ma connaissance, ça n'existe plus, ou en tout cas pas utilisé pour les processeurs graphiques ou pour les cartes graphiques de dernière génération. Troisième question de Kevin Fontaine. Je vais la résumer un petit peu. Donc il voudrait savoir en gros si la poudre de mica pour water cooling pourrait être pas bon pour son water cooling, en gros pour la corrosion et pour le risque de bouchon. Donc qu'est-ce que c'est que de la poudre de mica? La poudre de mica, donc c'est une poudre qu'on obtient à travers des minéraux de couleurs différentes, voilà forcément. Et donc cette poudre ensuite elle est broyée, elle est raffinée, elle est purifiée, elle est séchée et à la fin on obtient une poudre qui va faire entre 20 et 100 microns. On appelle ça de la nanopoudre quasiment. Donc c'est quelque chose qui est très très fin, mais c'est pas pour autant que ce soit de la nanopoudre que ça va pas poser problème. Donc tu n'auras pas le temps d'avoir des problèmes d'oxydation avant d'avoir d'autres problèmes. Je vais essayer de trouver une image. Ça va être surtout les water blocks. Si j'en trouve, c'est maintenant que ça se verra. Donc on a des water blocks qui vont se boucher parce que tout simplement tout ce qui sera ailette, donc les points de resserrement du fluide de ton water cooling, là où ça va vraiment se resserrer, et ben à force de cycles et de cycles et de cycles, il va avoir des bouchons. C'est un produit qu'on utilise dans les expositions ou derrière des vitrines, mais c'est des choses qu'on utilise généralement pas plus d'une semaine. Malheureusement d'ailleurs, parce que je trouve ça mais fabuleux, c'est vraiment divin ce truc-là. Quand on le voit en train de tourner, c'est méga super beau, j'adore vraiment, mais malheureusement, il faut pas parce que ça va boucher. Et d'ailleurs, j'insiste, c'est pas que ça. Tous les liquides opaques que vous pouvez acheter de marques différentes, tout ce qui est opaque, type verre opaque, opaque bien épais, on a l'impression que c'est épais, mais bien opaque en tout cas, pastel, voilà. Et ben ça, c'est aussi à éviter parce qu'à la longue, ça va vous poser des problèmes dans tout ce qui sera water block, GPU ou CPU. À éviter. Autre question de Guiwan ou de G1. Alors je sais pas comment ça se prononce, tu m'excuseras, j'espère. Question peut-être bête, il n'y a pas de question bête dans la tech, déjà premièrement. Peut-on utiliser du refroidissement de voiture pour pouvoir mettre dans un water cooling? Techniquement, oui, il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui vont mettre même 50% de liquide dans son water cooling de voiture et 50% d'eau déminéralisée. Moi, je le conseille pas. J'ai déjà eu beaucoup ce débat-là. Ça ne craint rien pour ton water cooling, hein, ça fonctionnera même très bien. Mais il y a des choses qui ne serviront à rien. Il y aura des additifs qui ne serviront à rien. Par exemple, l'antigel. Quand ta voiture doit démarrer le matin avec moins 15, forcément, il y a de l'antigel pour ton véhicule. C'est des choses que tu n'auras pas besoin dans ton water cooling en gros. Donc moi, c'est pas quelque chose que je conseille, c'est quelque chose qui est faisable. Je vous laisserai un petit lien sur une vidéo du water cooling. Je dis tout simplement que tous ces genres de liquides sont faits à 99,9% d'eau ou 99,5% d'eau. Prenez tout simplement un bidon d'eau déminéralisée pour remplir les batteries. Ça coûte 2 € les 5 litres. Vous remplissez votre système de water cooling, vous mettez quelques petits additifs anti-algues à l'intérieur. Ça fonctionnera très bien. J'ai des water cooling à la maison qui fonctionnent comme ça depuis des années. Ça coûte 2 €. Et en termes de delta de température, parce que je sais que ça peut aussi intéresser, est-ce que si je mets tel et tel liquide, est-ce que je vais avoir un gain différent? Eh ben, pas fou. Goodwin a fait une très très bonne vidéo là-dessus d'ailleurs. C'est que tout simplement entre du liquide pour de la voiture, entre du liquide très haut de gamme de fabricants pour du water cooling ou entre de l'eau déminéralisée, je crois que le delta c'est entre 1 et 2 degrés. C'est pas plus que ça. Et cela peut se comprendre, c'est parce que tous ces liquides sont faits à 99% d'eau. C'est juste des colorants et des liquides qui sont dedans. Donc vous pouvez vous le faire clairement soi-même. Autre question du gamer foufou. Est-ce que Jigfio et est-ce que Guillaume vont finir par se marier? Alors ça c'est une bonne question. Tout le monde se pose la question et j'ai eu la chance d'être dans les confidences. Oui, ils vont enfin pouvoir se marier. Le rendez-vous est pris. Je suis déjà invité à la cérémonie. Ce sera le 1er avril de cette année. Donc ça, c'est dans pas très longtemps le 1er avril, je crois. Donc je vous dirai un petit peu, je vous ferai peut-être un petit reportage photo d'ici là. Mais oui, ils sont amoureux. Souhaitons-leur du bonheur et que ça dure des siècles et des siècles. Autre question, donc c'est McFly qui me pose la question. Quelles sont les températures à laquelle on peut s'attendre si on passe au water cooling custom? C'est très difficile à déterminer tout simplement parce que ça va dépendre de ton processeur, de ta boucle de water cooling, le nombre de radiateurs, enfin plein de sujets. C'est une question indéterminable à répondre comme ça, c'est pas possible. Il manque énormément de facteurs. La seule chose que je peux te dire, c'est que si tu prends un petit ventirad et que tu prends un water cooling custom, si ton ventirad fait du 70, ton custom va pas te le ramener à 50. C'est pas dans les basses températures que tu verras quelque chose qui va avoir un grand gap. Ce sera dans les hautes températures. Si tu prends ton même ventirad et tu t'aperçois
t'aperçois que si tu montes en bench et tu es à des températures à 90 degrés, là tu pourras avoir un impact, tu pourras descendre peut-être à 80 degrés. Parce que là, il y aura vraiment une grosse différence dans les hautes températures. Si tu restes dans les basses températures, tu verras très peu de différence. Ce sera dans les hautes températures. Si tu as un système de refroidissement qui fonctionne bien, ne le change pas. Déjà, premièrement, si tu as un ventirateur qui fonctionne bien. Après, il y a beaucoup de personnes qui veulent aussi passer au water cooling, pas forcément pour les performances, mais pour le côté esthétisme. Et je peux le comprendre. Aujourd'hui, le PC a radicalement changé. On n'est plus sur le PC d'avant. Aujourd'hui, le PC, il y en a de plus en plus de foyers, tout simplement, surtout après le confinement. Depuis 2 ou 3 ans, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a plus d'engouement autour du PC. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu presque un élément de décoration sur son bureau. Je peux tout à fait le comprendre. Donc, pour ceux qui veulent passer au water cooling aussi parce qu'ils trouvent ça sympa esthétiquement, je les encourage. Il n'y a pas du tout de sujet là-dessus. Question de maths. Alors, y a-t-il un impact de FPS avec certaines cartes mères différentes? Non, je sais bien que la semaine dernière, ou il y a 2 semaines plutôt, j'ai fait une vidéo sur le fleuron d'Asus, la Z690 Maximus Glacial Extreme qui était à 2200 €, mais tu n'auras pas de gap, en tout cas entre cette carte et une carte à 200 €, sauf des cartes de plusieurs générations plus anciennes, tout simplement parce que les PCI, elles seront d'ancienne génération. En tout cas, à PCI égal, une carte à 400 €, une carte à 2000 €, tu n'aura aucune FPS de plus parce que tout simplement les jeux ne se servent pas ça pour avoir de l'impact. Ça va être ta carte graphique, ça va être ta RAM et ça va être ton processeur. Ça va être le trio qui va faire fonctionner vraiment ton jeu. Et d'ailleurs, je vous laisse encore un petit lien. Je vous montre comment fonctionnent vos jeux et comment fonctionne votre carte graphique pour ceux qui veulent comprendre un petit peu. Donc, tu n'auras pas d'impact. J'ai envie de te dire tant mieux. Comme ça, on peut se monter aussi un beau build en mode gaming sans avoir besoin de mettre énormément d'argent. Donc, il y a des gens qui vont mettre plus d'argent sur leur carte mère. Pourquoi? Du coup, les grosses différences entre les deux cartes, ça va être plutôt le nombre d'options et la qualité de finition. C'est-à-dire que clairement, aujourd'hui, la grosse carte que j'ai utilisée il y a 15 jours de chez Asus, par exemple, elle avait un bloc de refroidissement en eau qui recouvrait donc le processeur, chipset, les M2 et qui recouvrait les lignes d'alimentation. Rien que cet élément-là de chez EK vaut déjà plus de 1000 €. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Donc les cartes plus chères, tu vas avoir plus de connectivité, donc plus de M2, plus d'USB 3.2. Voilà, tu peux aussi avoir des différences entre des fréquences de RAM aussi sur tes cartes mères, bien entendu. La qualité aussi de tes lignes d'alimentation, de la qualité de tes MOSFET, combien tu vas en avoir. Ça aussi, ça va avoir un impact important si tu veux overclocker ton processeur. Plus tu en auras, mieux ce sera, plus tu auras de stabilité. Mais tout simplement, en tout cas pour les FPS, il n'y aura vraiment pas d'impact. Voilà. Nouvelle question de Dragon Heart. On sait qu'il y a un impact de qualité des HDMI au-delà des 3 mètres. Qu'en est-il du DisplayPort? Alors, on va déjà revenir sur l'HDMI. Ce qu'on appelle un câble court en HDMI, c'est un câble qui va de 0 à 10 mètres. C'est dingue, mais c'est vrai. Donc, un câble qui fait 5, 6, 7, 8 mètres, normalement, tu n'as pas de déperdition. En tout cas, si ton câble est de bonne facture. Le DisplayPort, c'est complètement autre chose. Là, c'est vraiment une autre sauce. Le DisplayPort, c'est à partir de 1,80 m. Donc, c'est très court. Donc, 1,80 m, à partir de là, tu as déjà des pertes. Des fabricants comme Dell, d'ailleurs, te préconisent de jamais dépasser le 1,80 m. Moi, je m'en suis déjà aperçu sur le G9, par exemple. Dès que je mettais trop de longueur, c'était catastrophique. Donc, c'est vraiment le 1,80 m. C'est vraiment le maximum qu'on peut avoir comme longueur de câble sans avoir de perte en DisplayPort. Voilà. Question de Romain D. Est-ce que ça sert à quelque chose d'installer Intel Rapid Storage si on n'a pas de RAID et on est en SSD? Alors, il faut savoir qu'on peut faire autre chose avec ce type-là. Par exemple, c'est pas forcément que pour faire des RAID. Je ferai une vidéo dédiée, donc ce sera une réponse courte. En tout cas, on peut aussi, par exemple, si tu as un SSD et un HDD, un gros HDD derrière, il va reconnaître quels sont les fichiers que tu vas utiliser plus fréquemment pour pouvoir le mettre directement sur ton SSD pour avoir un accès plus rapide. Ce sont l'une des technologies qu'on sait faire aussi. Par contre, si tu n'as que un SSD, ça ne sert strictement à rien. Tu n'auras pas forcément l'économie électrique ou ce genre de choses. C'est vraiment l'ampleur de cette technologie-là va fonctionner principalement si tu as plusieurs disques et plusieurs HDD. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'aime beaucoup ça. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos futures questions. C'est aussi grâce à ça, d'ailleurs, vous m'embourgeoisez à chaque fois avec vos commentaires, mais c'est aussi grâce à ça que j'ai pu avoir une relation en direct avec vous. Vous savez qu'à chaque fois, je réponds à 99% de tous les commentaires. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions sur la prochaine vidéo et puis je vous commenterai aussi d'ailleurs et je répondrai aux commentaires plutôt parce que c'est vraiment le seul moyen que j'ai avec vous pour pouvoir essayer d'avoir une interaction en direct avec vous. Ce sont les commentaires et jusqu'à aujourd'hui, vous m'avez embourgeoisé de fou. Donc, merci vraiment beaucoup. Je tiens à vous dire de ne pas louper mercredi. Mercredi, il va y avoir un truc de ouf. Mercredi, il va y avoir un nouveau concept d'émission. Ce sera tous les mercredis. Donc, maintenant, la chaîne va pouvoir vous proposer 2 vidéos par semaine
semaine. Une le dimanche et une le mercredi. Mercredi, ça va être un nouveau concept. Donc, ce sera une hebdomadaire. J'ai fait un petit sondage d'ailleurs pour le titre de cette vidéo-là. Vous avez été nombreux à répondre. Merci beaucoup la communauté. Vraiment, c'est vraiment sympa dès que vous posez une question ou quoi que ce soit, et que vous soyez présent, que vous pouviez répondre. Ça donne vraiment de l'engouement. Nouveau rendez-vous mercredi, mais sous un format peu habituel dans le monde de la tech. Croyez-moi, ça va être très sympa. En tout cas, je le souhaite. Merci beaucoup. Muchas gracias aux chiquitos, aux chiquitas, à la chica vida. Et merci à tous et je vous dis donc à mercredi maintenant. Ciao, ciao!